Et bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Neil va nous faire une présentation sur le thème des troubles capillaires courants observés dans les types de peau 4 à 6. Thank you, Dr. Neil. You can get started. Okay, well, thank you. Today, I'll be talking about male hair disorders seen commonly in skin types 4 to 6. Bonjour, aujourd'hui, ma présentation va porter sur les problèmes capillaires chez les hommes, qu'on voit plus particulièrement chez les hommes dont le type de peau est entre 4 et les types de peau 4 à 6. So there are 3 conditions to be discussed. We may only have time for the first 2, one being pseudofolliculitis barbae, second acne keloidalis nuchae, and third dissecting cellulitis of the scalp. Alors aujourd'hui, on va discuter de trois problèmes dont peuvent souffrir ces personnes-là, mais ça se peut qu'on ait le temps seulement pour les 2 premiers. Et il s'agit de la pseudofolliculite barbae et l'acné kéloïdale nuchae et aussi la cellulite dissective du cuir chevelu. So the goals of the lecture are to recognize male hair disorders involving the face and scalp seen in skin types 4 to 6, to come up with a differential diagnosis, discuss treatment and prevention. Alors, aujourd'hui, on va commencer par apprendre à reconnaître les troubles des capillaires chez les hommes, ce qui implique le visage et le cuir chevelu, que l'on retrouve dans chez les types de peau 4 à 6, aussi le diagnostic différentiel et le traitement et la prévention. So just to remind you about the Fitzpatrick skin type scale, it's a way of classifying the tone of the skin anywhere from skin type 1 down to skin type 6. So we'll be concentrating on the skin conditions related to skin type 4, 5, and 6 today. Alors, si on se réfère à l'échelle des types de peau de Fitzpatrick, on voit ici l'illustration des 6 types de peau et la présentation d'aujourd'hui va porter sur les types 4, 5 et 6. So to start with pseudofolliculitis barbae, it is a chronic inflammatory hair disorder involving the beard area in men, much more common in men with skin types 4 to 6. It's also called barber's itch, shave bumps, or razor bumps. Bon, alors en ce qui concerne la pseudofolliculite barbae, on l'appelle, c'est une inflammation chronique du follicule pileux et ça se concentre sur la surface où est la barbe chez les hommes et c'est beaucoup plus commun chez les hommes dont le type de peau est de 4 à 6. On appelle aussi les démangeaisons du barbier ou bien les bosses du rasoir. So what is the pathogenesis or cause? It occurs most often in men with curly, tight hair shafts, and the hair shafts curl back into the skin after shaving instead of exiting the skin surface. This triggers an inflammatory reaction known as a foreign body reaction. So there's no actual infection, just inflammation, and hence the name pseudofolliculitis barbae. Bon, alors en ce qui concerne la pathogénèse, ce problème-là se produit surtout chez les hommes qui ont des follicules, des poils qui sont très, très frisés, très, très bouclés. Et puis aussi, les follicules vont se boucler sur eux-mêmes, ils vont retourner sous la peau après qu'on les a rasés au lieu de sortir de la surface de la peau. Et ça va provoquer une réaction inflammatoire, mais comme il n'y a pas d'infection,
et seulement de l'inflammation. C'est pour ça qu'on l'appelle la pseudofolliculite. So it's just a diagram to explain. So it's a condition caused by shaving. So if on the diagram on the left, you see the straight hair, wavy hair, and curly hair. And with darker skin types, there's more curly hair, although it can occur in all skin types. Bon, alors, voici une illustration. On voit les follicules pileux qui sont les plus communs. Alors, à gauche, on voit un poil on voit que c'est droit. Le follicule et le poil sont droits. Ensuite, il y a un qui est un petit peu bouclé et un autre qui est très, très bouclé. We've discussed this, so I'll go to the next slide. So in fact, there are actually two types of pseudofolliculitis barbae. On the far right, it's called extrafollicular, and the hair exits the follicle and then pierces back into the follicle. Whereas the transfollicular is the third diagram. The hair doesn't leave the follicle, but instead it twists once more into the follicle in view of its wavy nature, prompting local inflammation to develop. I'm sorry, I'm thinking, oh, poor guys. I know. Bon, alors en fait, il y a deux types de pseudofolliculite barbae. Il y en a un qui s'appelle l'extrafolliculaire. C'est lorsque le poil sort du follicule et ensuite il reperce la peau, il retourne dans la peau. Mais il y en a un autre qui s'appelle le transfolliculaire. C'est que le poil ne sort pas du follicule, mais en fait, il se retourne et il se boucle, puis il reste dans le follicule parce qu'il est bouclé. Et ça va provoquer une inflammation locale. So this is just an example with the photo on the right showing the ingrown hairs, how some of them, it's hard to even tell where the origin is and where it pierces down, and the redness around it. Bon, alors ici, on voit à droite, on voit sur la photo, on voit des poils comme ça qui sont incarnés et on ne peut pas dire, si on regarde le poil qui est au milieu, on ne sait pas où ça commence et où ça finit. On voit juste qu'il y a deux extrémités qui sont sous la peau. So clinically, what do we see? Well, the patient experiences itching and burning within 24 to 48 hours of shaving. They develop perifollicular, flesh-colored, or hyperpigmented papules in the beard area, especially along the jawline and submental areas. The pustules and crusted lesions can also appear, and chronically, they can have post-inflammatory hyperpigmentation, hypertrophic scars, or even keloids. Bon, alors, en ce qui concerne encore la pseudofolliculite barbae, ce qu'on voit au point de vue clinique, c'est que le patient a des démangeaisons ou bien une sensation de brûlure entre 24 et 48 heures après le rasage. Et il y a des papules qui se développent, qui sont couleur chair. Ça se développe dans la région où est la barbe, puis particulièrement le long de la mâchoire et sous le menton. On peut aussi voir apparaître des pustules et des lésions avec une croûte. Et on peut aussi trouver de l'inflammation, de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, des cicatrices hypertrophiques et des kéloïdes. So these are just two examples of some gentlemen who have the pseudofolliculitis barbae. You can see the patches of pigmentation, the individual brown papules and macules, and some papules and even little pustules on the right side. Alors, on peut voir ici sous le menton et le long de la mâchoire, on peut voir l'inflammation, puis les papules qui sont sur
le visage du patient. So what is a differential diagnosis? And this is what I think is important. When you see a condition, how do you think of other conditions it could be? So in the differential, there's acne. So you've got to look for acne lesions on other areas, like the other areas of the face, chest, or back. Could it be a fungal infection known as tinea barbae? And there is a pustular variant, and it's usually more acute. There's impetigo. It can have acute onset. It's a bacterial infection, only involves the epidermis, or even a true folliculitis, which is a true infection of the hair follicles. And then there's a deeper form called Psychosis barbae. And remember, you can have 2 or more of the above conditions occurring simultaneously. Bon, alors, en ce qui concerne le diagnostic différentiel pour ce problème-là, il peut y avoir de l'acné. À ce moment-là, on vérifie s'il y a des lésions acnéiques sur d'autres surfaces comme le dos, la poitrine et le visage. Ça peut être aussi une infection fongique comme le tinea barbae ou bien une variante pustulaire qui est d'habitude beaucoup plus sévère et beaucoup plus soudaine. Ça peut être aussi de l'impétigo qui apparaît soudainement. Ça peut être une infection bactérienne qui n'implique que l'épiderme. Ça peut être une folliculite qui est une vraie infection des follicules pileux, ou bien ça peut être aussi ce qu'on appelle psychosis barbae, qui est une infection folliculaire qui est profonde. Remarquez qu'on peut avoir 2 ou plus des problèmes qu'on vient tout juste de mentionner. On peut en avoir 2 ou plus en même temps. So going through, we'll discuss each of these differential diagnoses. This is acne, and these are 2 gentlemen I saw at Hôpital Bon Samaritain in the clinic in Lombay. So you're going to look for acne lesions in other areas of the face. And you can see that it's up in the temple area in this picture on the left, and then as well for this other gentleman. So you've got to look beyond the beard area. Bon, alors, on est toujours dans le sujet du diagnostic différentiel. Bon, alors là, on regarde l'acné. Il faut voir s'il y a des lésions acnéiques sur d'autres régions, comme le visage, la poitrine et le dos, comme on vient de le dire. Et il ne faut pas regarder seulement la région où est la barbe. Ici, c'est un patient que j'ai vu au Bon Samaritain à Lombay, et pour lui, il s'agit d'acné. Now, this is a fungal infection, and you have to look closely to see. Look at the edge on the left side, and you see this slightly red raised border. This is a classic sign of tinea, ringworm, fungal infection. It's all the same. And yet, if you look in the beard area, it's just pustules. So it could be hard to tell what this is unless you can see the border, which you could then recognize as being a fungal infection. Bon, ici, c'est un cas d'infection fongique qu'on appelle tinea barbae. Et ce qu'on voit ici, ça peut être assez difficile de différencier, mais si vous regardez plutôt vers le coin inférieur gauche de la photo, on voit une petite ligne rougeâtre. Et ça, c'est cette lisière-là, c'est ça qui va vous dire qu'il s'agit d'une infection fongique. Il faut bien regarder, mais une fois qu'on le sait, c'est évident. And then we've talked about impetigo as another differential diagnosis. It is often localized to one area, and it can be seen in children. And here's a picture on the left with the honey-colored crusts in one area around the mouth and chin, common area for this. And here's an adult with the crusting on the right, but it's more localized. Alors, une autre possibilité, c'est l'impétigo. Ça apparaît soudainement, c'est une infection bactérienne, mais qui n'implique que l'épiderme.
Et souvent, c'est localisé sur un seul endroit. Et on voit la croûte couleur un peu dorée, là, couleur miel. Et puis, on voit chez l'enfant où il y a une région qui est assez... ça a comme creusé on dirait que ça a enlevé la couche superficielle de la peau. Et à droite, on voit un adulte. C'est encore plus localisé. C'est même chose. Yes. And then finally, folliculitis barbae is a superficial folliculitis of the bearded area in men, and it's caused by Staph aureus. And it often appears in the skin, say around the nose or mouth, when the hair follicles are damaged during shaving, and they can become infected. And this occurs especially in patients who are nasal Staph aureus carriers. Alors, en ce qui concerne la pseudofolliculite barbae, c'est une folliculite superficielle de la zone où se trouve la barbe chez les hommes. Et ça, c'est causé par le staphylocoque doré. Souvent, ça va apparaître sur la peau près du nez ou de la bouche où les follicules qui sont endommagés pendant le rasage vont s'infecter. C'est spécialement chez les hommes qui sont porteurs du staphylocoque nasal. And then finally, there's Stichosis barbae, and this is a deeper bacterial infection of the hair follicles in the chin on bearded area region of men. And this infection is caused by an unusual type of Staphylococcus. It's Pyogenes aureus, and it leads to inflammation and irritation and very red and painful pustules of papules in the beards. En ce qui concerne la Stichosis barbae, c'est une infection qui est plus profonde, une infection des follicules qui est plus profonde. Et on la retrouve sur le menton et en fait la région où se trouve la barbe chez les hommes. Cette infection-là est causée par un staphylocoque qu'on appelle le staphylocoque Pyogenes aureus et ça provoque de l'inflammation et de l'irritation un irritant et des pustules qui sont douloureuses et aussi des papules dans la barbe. So these are photos on the left. It's the true folliculitis, and there's all little pustules. This person also has acne. And on the right, it's a deeper fungal infection, the Stichosis barbae. I mean, it could even mimic impetigo, right? So sometimes you need to do skin swabs to tell the difference. Alors, à gauche, on voit une photo de la folliculite. On voit toutes ces petites papules-là et on voit aussi que le patient a aussi de l'acné. Et puis, à droite, c'est ce qu'on appelle Stichosis barbae. Et là, on voit, ça peut même ressembler à de l'impétigo. Et quand c'est le cas, mais on voit ici que c'est on voit une infection fongique. Mais quand on n'est pas sûr qu'on pense que c'est peut-être de l'impétigo, on n'est pas certain, c'est bien de prendre une culture des lésions pour être certain. So what is the recommended shaving regime to reduce the occurrence of pseudofolliculitis barbae? Well, beforehand, if you can use a warm, moist towel to soften the beard area, wash the face with antibacterial soap or a benzoyl peroxide wash, carefully release the visibly embedded hairs. So you sort of lift them up and clip them. Don't pluck out the hairs because it can make the ingrown hairs worse, and lubricate with shaving foam or gel. Bon. Alors, voici ce que l'on recommande au sujet du rasage afin de réduire les épisodes de pseudofolliculite barbae. Avant le rasage, on applique une serviette humide, chaude, pour ramollir les poils de la barbe. Ensuite, on va laver le visage avec un savon antibactérien ou du
du benzoyl de peroxyde. Ensuite, on va délicatement libérer les poils qui sont incarnés. On ne les enlève pas. On fait juste les soulever pour les sortir de la peau. Et ensuite, on va lubrifier avec une mousse à raser ou un gel à raser. Good. And so during the treatment, use a sharp, clean razor, shave in direction of the hair growth as much as possible, and avoid stretching or pulling the skin while shaving. Et pendant le rasage, on utilise un rasoir bien aiguisé. Et ensuite, on va raser dans la direction de la croissance des poils autant que possible. Et il faut aussi éviter de tirer sur la peau ou de l'étirer pendant le rasage. So the key points for pseudofolliculitis barbae in summary. It results from recently shaved hairs that re-penetrate the skin or from shaved hairs not piercing the skin surface but curling up on itself as it grows, causing inflammation. Complete resolution is possible only with discontinuing shaving. You need to apply proper shaving techniques that can help reduce the extent of the disease. And medical management often includes treatments aimed to reduce inflammation, such as with topical steroids, benzoyl peroxide, topical antibiotics, and topical retinoids. And you may also at times develop a secondary bacterial folliculitis. Alors, les points principaux en ce qui concerne la pseudofolliculite, c'est le résultat en fait, ça arrive avec des poils qui viennent d'être rasés, qui retournent dans la peau, ou des poils qui ont été rasés, mais qui n'ont pas percé la surface de la peau, mais au lieu de ça, ils se courbe ou se frise sur lui-même pendant qu'il pousse et il ne sort pas du follicule et ça cause de l'inflammation. C'est possible de régler le problème complètement si on arrête le rasage. Et si on peut aussi, en appliquant des techniques les techniques de rasage appropriées, ça peut aider à réduire l'amplitude de la maladie. En ce qui concerne la prise en charge médicale, ça va souvent on va utiliser des traitements qui visent à réduire l'inflammation, comme des stéroïdes topiques, benzoyl peroxyde, des antibiotiques topiques et des rétinoïdes topiques. Et on peut parfois développer une folliculite bactérienne secondaire. So that's the first topic completed. So now we're going to discuss acne keloidalis nuclei. And all the photos are from patients that I have seen when working in Lombay. Alors, ici, on voit l'acné kéloïdoïde de la nuque. Ici, c'est quelque chose que j'ai vu quand je travaillais à Lombay. So what's the definition? It is a progressive chronic folliculitis resulting in keloid-like papules and plaques involving the occiput and nape of the neck. It typically affects men post-puberty, often starts in the late 20s to 30s, and very rarely seen in women. And once again, it most commonly affects men with skin types 4 to 6. And active lesions usually are not seen after age 60. So there probably is some testosterone stimulating component. Alors, la définition, c'est que de l'acné kéloïde de la nuque, c'est une folliculite chronique progressive qui forme des papules qui ressemblent à des kéloïdes et des plaques qui se trouvent sur l'occiput et sur la nuque. La plupart du temps, ça affecte des hommes après la puberté. Souvent, ça commence dans
vers la fin de la vingtaine jusque dans la trentaine. Les femmes sont très rarement affectées. La plupart du temps, ça affecte des hommes dont les types de peau sont 4 à 6. Et les lésions actives, normalement, on n'en voit pas après l'âge de 60 ans, donc on pense que le testostérone peut être impliqué. So what's the cause? Well, it's unknown. Possible causes: mechanical irritation from shirt collars, or a very close shave of the scalp in this area, which can cause a pseudofolliculitis barbi-like foreign body reaction leading to chronic inflammation. And in this case, this is a younger individual I saw at the clinic. It was a 10-year-old boy, and he had developed occipital papules. And by reducing the close shaving in this area, the condition improved. So maybe this is something to pay attention to with younger individuals, so they may not get it when they're older. Alors, la pathogénèse de ce problème-là, on ne connaît pas vraiment l'étiologie, mais les causes possibles, ce serait une irritation mécanique, comme par exemple par les cols de chemise, et aussi quand on rase de près le cuir chevelu dans cette zone-là, ça peut causer une pseudofolliculite. Et ça peut être une réaction d'un corps étranger qui va mener à une inflammation chronique. Sur la photo, c'est un patient âgé de 10 ans qui avait développé des papules occipitales, et en réduisant le rasage de près de cette zone-là, ça a amélioré le problème. Alors, on pense qu'en faisant attention au rasage, en ne rasant pas de trop près chez les jeunes, on espère que ça peut leur éviter de développer le problème lorsqu'ils sont plus vieux. So what's the clinical presentation? Usually they develop 2 to 4 millimeter papules. It can be flesh colored, red or brown. And these may evolve to have a very smooth, shiny appearance resembling keloids involving the lower posterior scalp, the occiput, and also the posterior neck. And these firm papules can develop into larger nodules and form linear fibrous horizontal bands in the occipital region of the scalp. Abscesses can occur at times. Hair loss may develop over time. The lesions can be itchy. This is overall a benign disorder, but the appearance can really bother patients. Bon, alors, toujours en ce qui concerne l'acné kéloïde de la nuque, la présentation clinique, ce sont des papules de 2 à 4 mm qui peut être couleur soit la couleur chair ou bien rouge ou brune. Elles peuvent évoluer jusqu'à avoir une apparence lisse et brillante qui ressemble à des kéloïdes dans la zone occipitale et l'arrière de la nuque. Et ces papules-là peuvent se développer en nodules qui sont plus gros, puis former même des lignes fibreuses en bande horizontale dans la région occipitale du cuir chevelu. On peut aussi avoir des abcès qui pourraient se développer. Ça peut aussi causer une perte des cheveux ou des poils avec le temps. Les lésions peuvent causer de la démangeaison. Puis c'est quelque chose qui est bénin, mais son apparence peut vraiment déranger les patients. So these are a couple more examples of patients I saw in the clinic. On the left is a 28-year-old with active crusted nodules. You can see there's just a few of them and early keloid scars developing. In this case, a differential diagnosis could be tinea capitis, so a fungal scraping could help. And on the right, it's a 30-year-old male, and his looks a little different. There's scattered small, itchy, firm papules that involve the occiput, and also there are a few scattered up on the upper part of his posterior scalp. Bon. La photo de gauche, on voit un homme de 28 ans
qu'il y a des nodules un peu croûtés qui sont actifs et il y a des cicatrices kéloïdes qui sont en train de se développer. Et à droite, c'est un homme de 30 ans et lui, il y a des papules qui lui causent des démangeaisons qui sont éparpillées un peu partout. Il y en a sur l'occiput et d'autres qui sont un peu disséminées sur le cuir chevelu postérieur. So what is the differential diagnosis? Folliculitis decalvans. This is another condition that involves the vertex of the scalp, and you have tufted hairs and inflammation. The second one that can be misdiagnosed is dissecting cellulitis in the scalp. And if we have time, we'll discuss that after this condition is discussed. And then finally, I alluded to already, tinea capitis. And sometimes you need to do fungal scrapings to aid in diagnosis. But remember, tinea capitis is rarely seen in adult men. Predominantly, it is seen in children. Bon. Alors, pour l'acné kéloïde de la nuque, le diagnostic différentiel, alors ça peut être une folliculite de Calvin qui est au vertex du cuir chevelu et ce sont des poils en petites touffes et on voit de l'inflammation. La cellulite dissective du cuir chevelu, c'est une périfolliculite. On appelle ça périfolliculite capitis et c'est aussi abscendens et suffodia. Et aussi, l'autre diagnostic, c'est ce qu'on appelle tinea capitis et ça, c'est on doit probablement faire une culture pour voir si c'est une maladie fongique, mais normalement, ce type-là de tinea capitis, on le voit très rarement chez des hommes adultes. So how do you prevent this? You can try and avoid wearing tight-fitting clothing that rubs the posterior hairline, such as shirt colors, and maybe avoiding tight-fitting caps. You can avoid trimming the occipital hairline with a razor or clippers, and if needs to use a razor, don't shave too closely to the skin and shave in the direction of the hair growth, and avoid greasy hair care products. Alors, pour la prévention de l'acné kéloïde de la nuque, il faut éviter de porter des vêtements serrés qui frottent sur, en fait, derrière la tête où sont les cheveux, et comme des chapeaux, pas des chapeaux, mais c'est ça, des chapeaux qui sont serrés ou des cols de chemise qui frottent derrière la tête. Ensuite, on doit éviter de couper les cheveux dans la zone de l'occiput avec un rasoir ou ce qu'on appelle des clippers. Si on doit utiliser un rasoir, il ne faut pas raser trop près de la peau et il faut raser dans la direction de la pousse des poils. Et il faut aussi éviter les produits pour cheveux qui sont huileux. So what is the treatment? Well, you can use both potent topical steroids such as clobetasol or betamethasone and topical antibiotics such as mifepristone or Fusidin twice a day. You can later control it with only topical steroids or topical retinoids. And early therapy can result in flattening of the lesions and reducing symptoms. One can also consider Whitfield's ointment. It can be useful. It's an inexpensive mixture of benzoyl benzoate and salicylic acid. And then if they're purulent pustular lesions, you may require oral antibiotics. If it's just for a few weeks, you can use Keflex. If it's for a month or longer, you might want to use doxycycline. Bon, alors, en ce qui concerne le traitement, la thérapie initiale, c'est d'utiliser des
des stéroïdes topiques assez forts, comme du clobétasol, du bétaméthasone, et aussi des antibiotiques topiques comme mupirocine ou fusidine 2 fois par jour. Plus tard, vous pouvez contrôler avec seulement des stéroïdes topiques et des rétinoïdes topiques. Ensuite, une thérapie précoce peut avoir comme résultat d'aplatir les lésions et de réduire les symptômes. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'onguent de Whitfield, qui est un mélange de benzoate et d'acide salicylique. Ce n'est pas très dispendieux et ça peut être très utile. S'il y a des lésions purulentes, on peut à ce moment-là avoir besoin d'utiliser des antibiotiques oraux pour quelques semaines ou même pour quelques mois. Si on utilise pour quelques semaines, c'est du Keflex 500 mg 4 fois par jour pour 2 semaines. Et si c'est à long terme, on va plutôt utiliser la doxycycline 100 mg par jour si on doit traiter pour 1 mois ou plus. So key points for acne keloidalis nuclei. Presents as papules, pustules, and plaques involving posterior scalp, often associated with hair loss. First-line therapy includes topical antibiotics and potent topical steroids, and these can lead to moderate long-term control. Lesions with purulent drainage should be treated with a course of oral antibiotics. Other therapies do include intralesional steroids, topical and oral retinoids, laser therapy, and even surgical excision. Bon, alors les points principaux à se rappeler en ce qui concerne l'acné kéloïde de la nuque, ça se présente comme des papules, des pustules et des plaques sur la partie postérieure du cuir chevelu et c'est souvent accompagné de perte de cheveux. La thérapie de première ligne inclut des antibiotiques topiques et aussi des stéroïdes topiques assez puissants et ça peut à ce moment-là, donner un contrôle modéré à long terme. Les lésions qui sont purulentes avec drainage doivent être traitées avec un traitement d'antibiotique oral. Ensuite, il y a d'autres thérapies qui peuvent être utilisées. Ce sont des stéroïdes intralésionnels, des rétinoïdes topiques et oraux et la thérapie par laser et aussi ça peut être une excision chirurgicale. So that is the end of the first two. There's 8 slides left. Aisha, should I continue? You said 8 slides? Yeah, I think I think you could, yeah, I think Okay. it's possible. Okay, so we'll quickly summarize. This is not a common condition. It is called dissecting cellulitis of the scalp. So it's more for interest's sake. It's a chronic inflammatory disorder of the scalp characterized by painful nodules, but purulent discharge and hair loss. It's not an uncommon disease, but cases have been seen in Haiti, and I have seen some. It occurs predominantly in males with skin type 4 to 6 in their 2nd to 4th decade of life. It has rarely been reported in women. Bon. Did you not say at the beginning of this slide that it's not very common? Yeah, the Okay. first two are more common. This is not common. Okay. I wasn't sure I heard correctly. Uncommon. All right. Okay, so la cellulite dissective du cuir chevelu, c'est une inflammation chronique du cuir chevelu qui est caractérisée par des nodules douloureuses avec une décharge purulente et aussi une perte de cheveux. C'est une maladie qui n'est pas très commune, mais on a quand même vu des cas en Haïti. On le voit la plupart du temps chez les hommes qui ont le type de peau de 4 à 6 et qui sont dans leur entre la vingtaine et la quarantaine. Et puis, on en voit rarement chez les femmes et chez d'autres types de peau, mais on en voit.
So what's the cause? Once again, this cause has not been clearly defined. It's thought to result from occlusion of the pilosebaceous unit. So with occlusion of the follicles, there's retention of material that dilates the follicle. This leads to rupture with exposure of keratin into the skin, and organisms are there too. This causes inflammation, and in summary, it's probably related to follicular occlusion, secondary infection, and deep inflammation. Bon, alors, ici, la cause n'a pas été clairement identifiée, définie, mais on croit que cette maladie-là est le résultat d'une occlusion de l'unité pilosébacée. Avec l'occlusion folliculaire, il y a une rétention de matériel qui va dilater le follicule et va en provoquer la rupture et va l'exposer à ça va amener de la kératine et dans la peau et puis d'autres organismes là, qui vont s'infiltrer là-dedans. Et ça va causer une inflammation avec neutrophils et granulomes. Et ensuite, ce qu'on dit, c'est que c'est probablement relié à une occlusion folliculaire et une infection secondaire et une inflammation profonde. So clinically, patients develop these perifollicular pustules, nodules, abscesses with interconnecting sinus tracts that drain past their blood. The large nodule and cysts accompany smaller follicular papules and pustules from which you can actually express the purulent material. You can have temporary hair loss over the lesions. Eventually, this causes permanent scarring and bald patches, and it usually runs a chronic course with unpredictable relapses, although occasionally there is spontaneous resolution. Alors, ici, au point de vue clinique, on voit que les patients vont développer des pustules périfolliculaires, des nodules, des abcès, et avec des sinus qui vont se connecter. Et ça va... on va aussi drainer du pus ou du sang dans tout ça. Les nodules qui sont assez gros et les kystes qui accompagnent les papules folliculaires qui sont plus petites, ainsi que les pustules, on peut en extraire on peut en extraire du pus de ça. Et ça va aussi provoquer une perte temporaire des cheveux, là où il y a des lésions, mais éventuellement, ça va provoquer des cicatrices permanentes et des zones qui sont chauves. Ensuite, normalement, cette maladie-là est chronique, mais parfois, il y a parfois, ça arrête. On ne peut pas prédire, mais parfois, ça arrête et ça recommence. Mais aussi, il peut arriver que ça se résolve spontanément. So, what are the clinical findings? So in the later stages, there's this burnt out phase. You can have hypertrophic scars in the bottom. There's these thickened scars. And then there's also in the top part of the scalp, you can see this atrophic areas of scarring. And it ends up looking like on the right side, a cerebriform pattern with convoluted folds and furrows can be evident. So when we say cerebriform, it means it looks like the cerebrum or the brain. Bon, dans ces stades plus avancés, ce qu'on appelle la phase burn-out, c'est que les cicatrices hypertrophiques ou atrophiques vont demeurer et ensuite, ça va donner une apparence cérébriforme, c'est-à-dire que ça ressemble au cérébrum. La surface de la peau dans ces endroits-là va avoir une apparence, va ressembler au cérébrum. Et alors, on voit des
des replis et des creux qui sont très évidents. So what's the differential diagnosis? Well, we can think of the acne keloidalis nuclei that we've already discussed, but as we know, it's more localized to the occiput and you don't get large sinus tracts. As well, we can think of tinea capitis, but as I said, it is more common in young children and you must suspect an underlying immunodeficiency if an adult has tinea capitis. And a variant of tinea capitis is called carrion, and this is just a very severe inflammatory type of tinea capitis, and it can mimic this dissecting cellulitis of the scalp. Bon. Alors, le diagnostic différentiel pour cette maladie-là, ça pourrait être l'acné kéloïde de la nuque. Cependant, l'acné kéloïde de la nuque est plutôt localisée à l'occiput et on ne voit pas ces gros sinus-là qui se connectent sous la peau. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle tinea capitis, qui est plus commun chez les jeunes enfants. Et si vous le retrouvez chez des adultes, il faut à ce moment-là soupçonner qu'il y a une immunodéficience sous-jacente. Et si vous le retrouvez, le tinea capitis, ça peut être ce qu'on appelle, il y a une variante qui s'appelle Kérion, qui est une variante qui est une variante sévère qui fait une inflammation qui ressemble de type fongique comme le tinea capitis. Et ça peut ressembler énormément à la cellulite dissecante. So what's the prognosis? For complete recovery, it's very poor. The disease is not life-threatening, but it is chronic and relapsing over months to years, causing a significant amount of pain and psychological distress for patients. There are some complications because of the chronic inflammation. A squamous cell carcinoma can develop. You can get permanent alopecia, and there's no cure, but there are some treatment options that can be used to control the disease and limit the symptoms. Alors, en ce qui concerne le prognosis, les chances de guérison complète sont faibles. La maladie ne met pas la vie en danger, mais c'est chronique et on peut avoir des rechutes pendant des mois et même des années qui va causer quand même assez de douleur, une douleur importante et aussi une détresse psychologique chez les patients. Et les complications peuvent inclure ce qui suit, le carcinome squameux. Le développement est possible dans les lésions chroniques lors de rechute. Ensuite, une alopécie permanente qui se produit sur les zones qui ont une inflammation chronique, où il y a des cicatrices. Et il n'y a pas de cure, mais il y a plusieurs traitements qui peuvent être utilisés pour contrôler la maladie et limiter les symptômes. So there are topical treatments and systemic treatments. So topical treatments are the first choice. They generally work by decreasing the bacterial level on the skin, and they include antiseptics such as chlorhexidine and iodine, and topical antibiotics such as clindamycin, fusidin, and mupirocin. Bon, alors le premier choix, ce sont des médicaments topiques qui vont faire partie de la prise en charge à long terme de la maladie. On les applique directement sur les zones affectées. Normalement, ça fonctionne en diminuant la quantité de bactéries sur la peau et ça inclut des antiseptiques comme le chlorhexidine et l'iodine et des antibiotiques comme le clindamycine, l'acide fusidique et le mupirocin.
So the systemic therapy, the safest for long-term use are prolonged courses of antibiotics, and they're used primarily for their ability to fight inflammation. So erythromycin, tetracycline, clindamycin, and rifampicin. And you can use oral steroids such as prednisone intermittently or injections of analogs to reduce inflammation. Dapsone can be used, but you need blood test monitoring, so it can be difficult to use. You can use retinoids such as isotretinoin for long-term treatment. But remember, with isotretinoin, it's usually given as a treatment for severe acne and it requires frequent blood monitoring tests. Alors, en ce qui concerne les thérapies systémiques pour cette maladie-là, le choix le plus sécuritaire pour la prise en charge à long terme, ce sont des traitements aux antibiotiques sur de longues périodes. On les utilise premièrement parce qu'ils peuvent contrôler l'inflammation, c'est-à-dire combattre l'inflammation. Et on va utiliser, par exemple, l'érythromycine, la tétracycline, la clindamycine et le rifampicine. On peut utiliser aussi des stéroïdes oraux comme le prednisone ou des injections de kénalogue qu'on utilise parfois à court terme pour la prise en charge à court terme et pour réduire l'inflammation. On peut aussi utiliser Dapsone pour des traitements à plus long terme, mais ça exige des prises de sang assez régulières, donc ça peut être un petit peu plus difficile à utiliser. On utilise aussi des rétinoïnes comme l'isotrétinoïne, c'est aussi assez communément utilisé pour les traitements à long terme. Cependant, l'isotrétinoïne qui est normalement utilisée, plutôt habituellement utilisée comme traitement pour l'acné sévère, ça demande aussi de faire des prises de sang régulières pour ça aussi, ça peut être plus difficile à utiliser. In summary, inflammatory hair disorders of the face and scalp can be difficult to treat, and patients do need support as these conditions can be long-term. Simple shaving techniques can help reduce some of these problems, and always check for secondary infections and treat as necessary. Alors, en résumé, les problèmes de cheveux ou de poils qui sont inflammatoires et sur le visage et le cuir chevelu peuvent être difficiles à traiter et les patients ont besoin de soutien parce que ces problèmes-là peuvent être des problèmes à long terme. Des techniques de rasage simples peuvent aider à réduire certains de ces problèmes-là. Et il faut toujours vérifier pour des infections secondaires et les traiter quand c'est nécessaire. Thank you. Any questions? And at the end, I do have a bit of references. You don't